Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Toulouse et vous. On est ensemble pendant un petit moment. On est sur YouTube également. Vous pouvez vous abonner, c'est important. Et merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Je suis en compagnie, comme d'habitude, vous le savez, de Cédric Rousseau. Adieu. Adieu, bonjour, Kalimera en grec. Voilà. C'est depuis que j'ai interviewé Nikos Aliagas. Voilà, moi c'est mon côté Calimero. Exactement. Ouais, non, bah, toujours bien sur Toulouse et vous. On a l'impression même qu'on s'est pas quitté, que la dernière fois c'était encore tout à l'heure. On remercie la Recbox pour les moyens techniques. Voilà, oui. Nicolas et Olivier qui nous supportent aux manettes derrière. On va parler de plein de choses. On va parler entrepreneuriat, d'une branche particulière de l'entrepreneuriat qui te tient à cœur, je sais, Alex. L'immobilier, que j'aime beaucoup, bien sûr. Ce sera tout à l'heure. On va parler culture. Sortie, Culture et Mina de regard. Voilà, Culture et notre rayon de soleil, Mina de regard, qui une fois de plus ne viendra pas seul, mais accompagné d'un ou une artiste. Là, ça sera un artiste. On vous en dit pas plus. Surprise. Ouais. Et sortie avec Léo de Pinkin. Ouais, le papa Pinquin. Le papa Pinquin. Ouais. Mais avant tout ça, on va parler politique. C'est la partie Politisez-vous de Toulouse et vous. Et c'est tout de suite. Et nous avons avec nous sur le plateau Nadia Pellefig, vice-présidente à la région Occitanie et depuis peu candidate à la mairie de Toulouse. Bonjour. Bonjour. Alors, là on est en 2025, la municipale, c'est les municipales en 2026, je rappelle les dates pour ceux qui oublieraient d'aller voter. Se lancer seul et pas seul à la fois, c'est-à-dire hors parti, ce que j'ai compris, mais en même temps pas vraiment seul. Seul et pas seul à la fois, carrément pas seul, parce qu'il y a quand même plus de gens hors parti que de gens qui ont une carte membre de leur parti politique, mais de manière indépendante. Oui, parce que je fais ce choix qui est le choix d'une femme aujourd'hui qui n'est plus membre d'un parti politique. J'ai quitté le Parti socialiste au moment des accords avec la NUPES, étant en désaccord avec les orientations notamment qui étaient de s'unir à la France insoumise. Je dois dire que singulièrement depuis le 7 octobre et différentes expressions politiques de la France insoumise, je ne regrette absolument pas ce choix. La politique, on fait parce qu'on veut défendre des valeurs, des projets, des politiques publiques. Et je pense qu'il faut être transparent, cohérent. C'est ce que je m'emploie à faire. Ah, moi, je croyais que c'était juste pour faire carrière, que les gens faisaient de la politique. Eh ben non. Eh ben non. Pas tous. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait changer à Toulouse ? Quel serait le premier plan de Nadia Pellefig pour changer un petit peu notre ville heureuse ? Je veux dire, pardon. Il y a une nécessité de changer, mais pas que. Il y a aussi une nécessité de préserver et de protéger. Je sais que pour faire innovant, on dit toujours qu'il faut beaucoup de changements. À la réalité, à Toulouse, on voit bien qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont en difficulté et qui ont besoin de plus de solidarité de leur ville, plus de soutien de leur ville, que ce soit dans les prestations des services publics, je pense singulièrement à la petite enfance, pour des places en crèche, pour avoir des écoles en bon état. Mais il y a aussi toute une partie de la population qui réussit bien et pour lesquels je crois qu'il faut donner envie de continuer à développer ces talents dans la ville rose. Il ne s'agit pas donc de s'adresser qu'à ceux qui seraient en difficulté ou qu'à ceux qui réussissent bien. Il s'agit, dans une période où je trouve que notre société est extrêmement fragmentée et divisée, d'essayer de rassembler les Toulousains sans exclure les uns et les autres. Et au-delà de changer, je pense qu'il faut qu'on renoue, y compris dans ce niveau de proximité qui est une ville, avec les notions de respect. Respect, quel que soit l'endroit où on vit, c'est-à-dire qu'on se sente respecté bien sûr au centre-ville, où il y a plus d'insécurité, d'incivilité, parce que ça concentre davantage de richesses, mais également se sentir respecté dans les faubourgs de Toulouse, où il y a moins de services et de services publics, et on a parfois l'impression d'être plus abandonné des pouvoirs publics. Vous savez, ces termes sont simples, le respect, la confiance, le dialogue, mais singulièrement, je considère que c'est ce qui manque à notre société. Alors bien sûr, après, ça peut se décliner dans différents spectres des politiques publiques, sur la question des transports, des mobilités, et pour tout cela, il y a un travail qui est réalisé par des équipes qui
à la réalité n'ont pas cessé de travailler depuis 4 ans après la pause des dernières municipales et qui ont réactualisé un programme que nous avions élaboré avec de très nombreux citoyens et citoyennes engagés pour Toulouse, mais pas forcément dans un parti politique. Alors justement, un Toulousain ou une Toulousaine, c'est quoi? Ça se limite comme à ce qui paraît à quelqu'un qui dit chocolatine, putain con, et qui rit au blague potage des Chevaliers du Fiel, ou c'est autre chose, un Toulousain ou Alors une d'abord, Toulousaine? c'est d'abord effectivement quelqu'un qui dit chocolatine, non, parce qu'il faut quand même avoir des fondamentaux dans cette ville. Très sérieusement, les Toulousains, ce sont plein de gens. Déjà, il y a beaucoup de néo-Toulousains, de gens qui rejoignent notre ville chaque année, qui est une ville très attractive et qui sont pas forcément natifs de Toulouse avec une famille toulousaine. Ceux-là aussi, on doit être en capacité de les accueillir. Mais je veux être en capacité de les accueillir sans dégrader la vie et la qualité de vie de celles et ceux qui sont nés à Toulouse, qui vivent Toulouse depuis des générations et qui voient parfois avec inquiétude l'identité de leur quartier, leur ville changer. C'est un Toulousain, je voudrais que demain, ça soit quelqu'un qui puisse avoir aussi la fierté de sa ville et qui soit positionné au rang que doit être Toulouse. Moi, je suis ravie de parler de Toulouse avec vous. Ce que je regrette, c'est que dans beaucoup de médias nationaux, on parle jamais de Toulouse. Que ce qui va être demain la 3e ville et métropole de France soit très souvent absente de l'actualité nationale et internationale, alors qu'on est au carrefour. Il y a le stade toulousain. Mais moi, vous savez, je suis une fervente défenseur du stade toulousain, y compris dans des moments où le stade Ernest Vallon n'affichait pas guichet complet. Parce que c'est ça, supporter une équipe, hein, y compris quand c'est difficile. Mais je considère qu'on ne peut pas se satisfaire de la chance qu'on a d'avoir le siège mondial Airbus, une équipe qui est championne d'Europe depuis plusieurs années et qui est la plus titrée en France. Toulouse, ça doit aussi être demain la ville qui est très bien positionnée pour l'adaptation au dérèglement climatique, qui est très bien positionnée sur le plan technologique, sur la maîtrise de l'intelligence artificielle, mais pas parce que c'est développé par quelques entreprises au service d'une élite culturelle ou intellectuelle qui saurait l'utiliser, mais parce qu'elle est en capacité d'améliorer la majorité de la vie des gens. Et je crois que c'est la différence qu'il faut faire entre un engouement pour la tech et l'innovation et une politique publique qui doit être portée au plus haut niveau en matière de progrès. C'est ça l'innovation pour tous, et c'est à ça que je veux employer Toulouse. On a de la chance d'avoir des talents. Aujourd'hui, il faut structurer, savoir projeter un peu plus fortement Toulouse dans l'avenir et à l'échelon qui est celui d'une grande métropole européenne. Justement, vu la place de Toulouse, vous parlez de préserver le savoir-faire, l'identité toulousaine et tout. On a vu pendant le Covid que plein de gens s'étaient aperçus que c'était bien de venir vers des villes de province, comme diraient les gens. Je rappelle que province, ça veut dire territoire vaincu. Voilà. On nous parle beaucoup du TGV qui rendrait Paris à la porte de Toulouse. Est-ce que justement ça c'est pas un danger de voir des gens venir s'installer parce que le cadre de vie est plus sympa et que entre se taper 2 heures sur un périph' ou 2 heures de TGV, on vit mieux à Toulouse. Est-ce que Toulouse elle y risque pas un peu quelque part la perte de ce qu'elle est? C'est justement le bon équilibre qu'il faut trouver entre la préservation de l'identité qui fait Toulouse et le fait que les Toulousains ne soient pas assignés à résidence et que nous soyons aussi attractifs pour des entreprises et donc des emplois qui doivent se créer à Toulouse. Si on accueille une nouvelle population, il faut aussi être en capacité de créer de l'activité économique. Et j'adore votre optimisme, mais la réalité, c'est que même la LGV, que j'appelle de mes vœux, ne mettra pas Toulouse à 2 heures de Paris. Vous savez comme moi que ce sera un peu plus, et à plus de 3 heures en réalité. Je sais pas, moi, ma capitale, c'est Barcelone. Mais Marseille-Paris, pour être Marseillais de naissance, Marseille-Paris, c'est 3 heures, en effet. Bon, après, Marseille aussi, c'est comme Toulouse, c'est des villes très fortes au niveau caractère. Donc, j'ai cette pensée aussi, c'est moi pareil, le TGV, je suis un peu, parce que je connais Marseille, et en même temps, je regarde beaucoup Marseille via les réseaux sociaux, et je trouve qu'elle n'a pas trop perdu, c'est juste sur l'immobilier que ça m'inquiète, c'est que ça pourrait augmenter, parce que forcément, des gens qui travaillent sur Paris pourraient, avec le télétravail, surtout rester 4 jours à Toulouse, 1 jour à Paris, etc., enfin varier, voilà. Mais Alexandre, c'est un secteur que vous connaissez bien, et j'ai cru comprendre que c'était d'ailleurs une rubrique à part entière que vous avez traité tout à l'heure avec l'immobilier. À la réalité, la pression sur les loyers, la difficulté du logement pour un certain nombre de Toulousains, elle existe déjà, on est bien d'accord, alors que la LGV, elle n'est pas en place. Et donc, les politiques en matière de loyer et d'habitation, de manière plus globale, c'est-à-dire la capacité à permettre à
tout le monde de se loger dans des conditions qui soient proportionnées à ses moyens et dans des qualités de vie acceptables est un sujet qui se pose dès aujourd'hui. Il y a des instruments de politique publique, comme l'encadrement des loyers. Il y a peut-être aussi, et je pense à nos étudiants, dont on dit que c'est une richesse pour Toulouse, mais qui sont contraints de se loger souvent dans un parc privé qui est dégradé, parce qu'il n'y a pas assez de ressources en cité universitaire, par exemple, et pour lequel moi je souhaiterais qu'on puisse mettre en place un label qui permette à des propriétaires privés de louer leurs biens à des étudiants, mais tout en assurant aux familles et aux étudiants que ce qui leur est loué correspond quand même à des critères de salubrité, de dignité. Et je pense qu'il y a des choses à mettre en place et que nous devons le mettre en place, LGV ou pas. Mais la LGV, pour moi, c'est la capacité aussi pour Toulouse de se projeter dans des mobilités qui soient plus importantes, qui ne soient pas un frein au développement des activités ou l'obligation pour certains de prendre l'avion dans des considérations qui ne sont pas acceptables au regard des évolutions de l'environnement. Je suis pour que l'avion demeure, je suis pour qu'on continue à voyager, à découvrir le monde, mais je suis aussi pour qu'il y ait des solutions décarbonées. Le train en fait partie pour des mobilités de moyenne distance et c'est le cas avec Paris qui, pour autant, aujourd'hui est encore trop loin pour nous rendre compétitifs. C'est vrai, c'est vrai que l'avion est pratique tellement Paris est loin. C'est si on bosse à Paris et qu'on a un conseil municipal à Pau, par exemple, on est obligé de prendre l'avion. Voilà. Non mais c'est vrai que j'avais pas mis dans mes calculs l'avion. C'est vrai que quand on voit le prix du train et le prix de l'avion, selon si on se débrouille bien avec l'entreprise, ça peut être même moins cher de prendre l'avion que de prendre le train. C'est de moins en moins vrai, ça va être de moins en moins, vous le savez, avec les taxes qui se préparent. C'est possible. Voilà. Ça aussi, ça pourrait être un problème pour l'aviation à Toulouse. Il y a Airbus. Alors, il faut être honnête, hein. Airbus n'est pas contre le train. Airbus a un carnet de commandes dont on sait tous qu'il est de 10 à 15 ans. La concurrence n'est pas de celle du train. La question, c'est quels sont les usages qu'on veut valoriser. Moi, je pense que sur des distances courtes, il faut valoriser d'autres solutions, y compris parce que les temps de contrôle qui sont légitimes dans les aéroports augmentent singulièrement les temps de transport. Et donc, quand il n'y a pas de gain de temps, autant qu'il y a un gain pour la planète, et y compris pour le portefeuille de ceux qui voyagent. On est à Toulouse. Toulouse, moi, je suis arrivé il y a 17 ans. Il y a 17 ans, je trouve que, et tu m'en parles souvent, Cédric, on reçoit beaucoup d'invités, des artistes il y a 30 ans, du milieu culturel qui disent Toulouse, c'est dommage, la culture disparaît un peu dans le sens où il y a des petits cabarets, des petits théâtres qui ferment pour laisser place des fois, des restaurants, des choses comme ça. Il n'y a plus de petites salles de concert. Voilà, les petites salles diminuent énormément. Beaucoup d'artistes passent par le Studio Mysound qui est ici, en dessous de la Regbox. Et c'est des retours qu'on a souvent. Est-ce que ça pourrait évoluer aussi Est-ce que ça fait partie des plans un petit peu culturels? Moi, je considère que sur la culture, alors Toulouse, il faut être clair, hein, Toulouse a quand même beaucoup de chance. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de talents. Vous parliez de certains humoristes, mais enfin, on a beaucoup de chanteurs. On a aussi des créateurs dans le textile. On a des talents qui s'expriment sur beaucoup de plans. La question, c'est en tant que politique publique, qu'est-ce qu'on devrait impulser pour favoriser soit le fait que ces talents restent dans notre région, en tout cas s'en revendiquent, et puis pour booster la créativité et la diffusion des produits culturels. Les petites salles, c'est un sujet, mais il faut saluer celles qui émergent. Il y a bientôt dans l'agglomération toulousaine, la métropole, une salle qui va naître à Balma, Interférence, et c'est une belle création. Récemment, nous avons inauguré la cabane à la cartoucherie. Donc, je partage un certain nombre d'inquiétudes. Elle est plus dédiée à la scène électro, mais également à des stand-up d'humoristes. Mais je veux quand même qu'on dise à celles et ceux qui nous écoutent qu'on n'est pas dans un truc glauque, un espèce d'éteignoir. Il y a quand même des émergences qui soient privées ou publiques, qui existent et qui répondent, je pense, aux attentes actuelles des populations sur des salles qui soient modulables. Après, je trouve que c'est pas assez soutenu. Cédric, vous ne semblez pas d'accord? Alors, il y a une question de jauge, on va dire, sur les petits groupes. Il y a une autre question, c'est que Toulouse, vous citez des artistes émergents. Il y a des artistes qui ont émergé sur Toulouse et peu de gens savent qu'ils sont passés par Toulouse pour émerger. Je pense notamment à Paul Personne, je pense notamment à Juliette Noureddine, à des gens comme ça, qui ont commencé en chantant dans la rue à Toulouse. Maintenant, ça, c'est le genre de choses qui est plus faisable. Des petits lieux, moi je disais, il y a 30 ans que je suis arrivé, je pensais pour des copains qui s'appelaient La Rouquine du Premier, qui a écrit un morceau qui s'appelait Boum Boum, où ils font le tour des bars et des salles de concert. Quand je regarde dans tous ceux qui citent, reste le bijou, le bikini.
Tout le reste est en train de fermer. Et il y a aussi une privatisation de la culture. Moi, il y a un truc qui me scandalise un peu, je l'avoue, c'est par exemple sur le 14 juillet, ça fait des années que c'est refilé aux Energy Music Awards. Hors du fait que c'est pas ma cam niveau musique, le 14 juillet, pour moi, c'est un truc festif et populaire et familial. Même si on y mettait, vous aurez compris à mon look, moi je suis plutôt hard rock metal, même si on me disait on met un CDC, je dirais non, c'est pas le lieu, j'ai l'impression qu'on se fait déposséder. Quelque part, c'est de plus en plus difficile pour les structures qui organisent aussi et tout. J'ai l'impression que tout ça, ça part vers de la privatisation, pas saine, on va dire, comme privatisation. Non, mais ce que je rejoins, c'est qu'on a aujourd'hui un mouvement de privatisation globale, y compris, on le voit sur les festivals, beaucoup de festivals, y compris emblématiques de la région, sont la proie de majors qui veulent racheter, et on pourrait me dire, mais alors quel est le problème, vu qu'il y a moins d'argent public? Le problème, c'est que ça diminue la diversité. Et ce en quoi je vous rejoins parfaitement, c'est que on doit défendre une diversité culturelle qui n'est pas que celle de la scène musicale, du reste. Ah oui, parce que, par exemple, dans le cinéma d'animation, on a la chance d'avoir un très beau studio qui s'appelle TAT Productions. Pour celles et ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas TAT, ils connaissent sûrement les As de la Jungle. Et les As de la Jungle, ils ont été créés à Toulouse, c'est une fierté. Et TAT a fait le choix de maintenir ses studios à Toulouse. Ils ont été aidés par les pouvoirs publics, et ce qui permet de garder des studios prestigieux qui offrent par ailleurs de l'emploi à beaucoup de gens qui œuvrent dans ce secteur. On voit qu'il y a des ouvertures de formation, par exemple dans le secteur du manga, qui se font en région et à Toulouse singulièrement. Et moi, c'est ça que je souhaite accompagner, c'est-à-dire assurer cette diversité culturelle, assurer cette diffusion culturelle, mais assurer aussi un accès à la culture pour des femmes et des hommes qui considèrent que ce n'est pas pour eux. Je vous donne un exemple. J'étais, comme beaucoup de Toulousains, à l'exposition le musée imaginaire de Oli, qui se tient actuellement aux abattoirs. Eh bien, il y a des jeunes et des moins jeunes qui ont été pour la première fois au musée des abattoirs parce que ça les a décomplexés de voir ce type d'exposition. Je pense qu'il faut qu'on travaille à faire venir à la culture des femmes et des hommes qui considèrent que elles ne s'adressent pas tout à fait à eux. Et c'est là qu'est la place de la politique publique. La place de la politique publique, c'est à s'adresser au plus grand spectre de population, leur dire que ça peut être aussi pour vous, du coup avoir des ajustements tarifaires. C'est concernant la créativité, s'adresser aux artistes, qu'ils soient musiciens, plasticiens ou autres, et leur dire voilà, sur la créativité, c'est vous, mais sur l'aide à la création, on peut mettre en place des infrastructures qui vous permettent de trouver des lieux où créer, ou tester, ou expérimenter. Et on peut, grâce à notre réseau de villes, de diffuseurs, assurer que vous puissiez présenter vos productions. Avoir un effet tremplin. Certains font des scènes tremplins et elles sont souvent privées, je les en remercie, mais il faut absolument que les pouvoirs publics se mobilisent, ou alors nous perdrons là encore de la biodiversité, puisque on aura une culture qui va se rétrécir et qui sera très normée. Moi, j'ai rien contre les Energy Music Awards. Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'il n'y ait plus que ça qui soit proposé, parce que ça serait les seules solutions rentables. Autrement, moi, je suis très favorable à ce que on puisse retrouver dans la rue le 14 juillet en famille les airs qu'on entend à la radio quand on va en famille amener les gamins ou qu'on va au boulot. Parce que c'est ça aussi une manière de lier les gens et les générations. Je suis pas toujours certaine que l'objectif soit atteint quand je vois celles et ceux qui fréquentent le 14 juillet et qui sont devant le concert des Energy Music Awards. On parle de préserver des choses à Toulouse. Alors, on n'en est pas au niveau de chez toi, là. On n'en est pas au niveau de Marseille, mais Toulouse, là, on a vu récemment pas mal de dégradations. On a un grand immeuble à l'entrée de la rue Bayard qui a brûlé il y a quelques années, qui a failli cramer toute la rue Bayard. On a eu un effondrement il y a pas longtemps rue Saint-Rome. Oui. Toulouse est délabrée quand même. Il y a, comme dans beaucoup de villes, du bâti ancien. Et il y a insuffisamment de capacité de contrôle et donc de sécurisation. Il y a un effort à faire dans l'information et le contrôle des propriétaires négligents. Et ils le sont négligents quand ils ne sont pas habitants, souvent. Donc il y a un vrai équilibre, là encore, à trouver entre les propriétaires et ce qui est mis à la location. Ce qui est mis à la location, c'est pas grave. Ce qui est mis à la location un peu spéculative, où il y a des propriétaires qui ne viennent jamais voir leur bien. Et parfois, ils l'ont acheté sans même le visiter et qui n'ont aucun contrôle. Ça, oui, c'est à réguler. Après, sur l'habitat ancien,
On va pas se mentir, dans toutes les villes qui existent depuis longtemps, et c'est le cas de notre belle ville de Toulouse, les hôtels pasteliers, ils ont plutôt été entretenus. Mais il y avait pas que les pasteliers, les maîtres pasteliers à Toulouse, et donc il y avait des habitats moins solides. Et aujourd'hui, il faut les renouveler. Quand on parle du renouvellement urbain, c'est de cela dont il s'agit. Ça veut dire qu'il faut contrôler et aussi mettre les moyens pour reconstruire la ville sur la ville. Et tant qu'on ne traitera pas ce sujet, il y aura des difficultés, voire des drames. On a eu la chance à Toulouse de ne pas être confronté aux mêmes situations qu'à Marseille, parce qu'il y a eu quand même de la prévention et des périmètres dessinés. Mais je crois que quand même, parfois, on a eu beaucoup de chance. Oui, c'est clair. C'est peu de le dire. C'est vrai, on en avait parlé dans Faut se le dire sur Radio Occitanie. Et c'est vrai que c'était assez. On avait reçu Claire Nison justement pour en parler. Point de vue écologie, maintenant, parce que l'écologie c'est à la mode. J'ai envie de dire, on en parle beaucoup. Veste verte. Parce qu'il y a une veste verte. On voit beaucoup de pistes cyclables émerger. On en a parlé ici. C'est heureux. Il y en a énormément. Beaucoup parlent de peut-être manque d'arbres. Alors je sais qu'on plante des arbres, mais pas forcément en ville. Voilà, qu'est-ce que vous feriez de plus, de mieux peut-être pour l'écologie à Toulouse, sachant que c'est pas que des pistes cyclables et des arbres verts. On est bien d'accord, ce n'est pas que cela. Et d'ailleurs, Toulouse s'illustre en matière de recherche et de force de recherche et scientifique dans le domaine de l'environnement. Parce qu'on est très bon sur le spatial, du coup on est très bon sur l'observation de la Terre, et donc on maîtrise, on détient des données accompagnées de celles de Météo France, qui a son siège à Toulouse, que d'autres n'ont pas, et que nous valorisons insuffisamment. Beaucoup de Toulousains ignorent même que le siège de Météo France est à Toulouse. Et c'est tout cela dont je voudrais qu'on parle plus. Je voudrais qu'on soit, à défaut d'être le centre du monde, un peu plus un phare national. Pour répondre à votre question, il y a davantage de pistes cyclables et c'est tant mieux. En 2020, j'avais porté le fait que c'était insupportable d'être à ce point en retard sur les pistes cyclables et que si on voulait que les gens utilisent davantage le vélo pour les trajets de moins de 3 km, qui sont la majorité des trajets qui sont effectués dans nos métropoles, il fallait le permettre de leur faire en sécurité, et notamment pour les familles avec enfants, pour aller à l'école. Si vous n'avez pas des pistes cyclables sécurisées, c'est-à-dire dédiées, ils ne prendront pas le vélo, et par ailleurs, ils auront raison, parce qu'ils mettent autrement en danger eux-mêmes et parfois d'autres personnes, voire les enfants. Les pistes cyclables, il faut continuer. Il y a un sujet par contre qu'il faut aborder très clairement, ce sont aussi les incivilités et les conflits d'usage, parce que c'est pas parce qu'on est à vélo que on est précautionneux d'autrui alors qu'on est précautionneux de la planète. Il y a de plus en plus de conflits, d'incivilités également des cyclistes, et donc il faut, je pense, que la puissance publique mette un petit peu son nez, travaille avec les associations pour faire en sorte que ce genre de choses ne puisse pas opposer davantage nos populations entre ceux qui prendraient la voiture, ceux qui prendraient le vélo et les piétons. Allez, rue Alsace-Lorraine, un samedi. Si vous avez des enfants et que vous ne les aimez pas, lâchez-leur la main. Autrement, soyez très très prudents parce que c'est difficile et je crois qu'il faut parler ces choses-là. Après, l'écologie, c'est aussi donner les moyens au métier du bâtiment et de la construction. On parlait de l'aéronautique. L'aéronautique est responsable de 3% des émissions de gaz à effet de serre. La construction, 25%. Est-ce qu'il faut arrêter de construire? Bien sûr que non. Est-ce qu'il faut donner des pratiques et utiliser des matériaux qui permettent parfois même des améliorations de captation carbone dans les nouveaux bétons qui sont utilisés? C'est une profession qui travaille sur la rénovation énergétique. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été bien faites et puis aussi un dévoiement avec la prime Rénov' où il y a des gens qui se sont improvisés artisans et qui ont fait des rénovations à bas prix en bombardant des mousses dans des combles qui n'avaient pas pour effet de faire économiser de l'énergie et qui n'étaient pas respectueuses de la qualité de nos artisans. Donc moi je pense qu'il y a un axe à développer très fortement sur l'accompagnement de la construction et du bâti en matière d'écologie, et ça une ville doit le faire parce que la compétence première de la ville c'est aussi d'être bâtisseur. Il faut absolument bâtir ce que j'avais appelé un bouclier végétal. Et oui, planter des arbres. Oui, parce qu'ils capturent le CO2 et que c'est absolument indispensable de continuer dans cette trajectoire-là. Mais il faut le faire en entraînant toutes les forces vives. Ça peut pas être simplement une mairie qui dit « Alors moi, je vais planter tant d'arbres » en ergotant avec les opposants dans un combat qui est stérile sur « Mais non, là, vous dites que vous en avez fait 10 alors que vous en avez déplanté 15, etc. » Ça ne sert à rien. Par contre, que la puissance publique montre l'élan, qu'elle trouve des partenariats avec les entreprises en leur disant « Bon, écoutez,
Là, nous, on a fait un accès pour l'entreprise sur les voies routières, etc. Mais on voudrait que dans le bâti sur votre terrain, vous engagiez à planter tant d'arbres. Là, vous avez tant de salariés, ça pourrait être bien d'accompagner des plantations. Il faut faire des espèces de pactes où on prend conscience les uns les autres qu'on n'y arrivera pas tout seul, que l'idée, c'est pas de dire « moi, je vais faire mieux que le voisin », mais que si on s'y met tous un peu, ça sera moins contraignant et moins dur pour chacun. Après, les vrais sujets, c'est aussi comment Toulouse influence les règlements européens, parce qu'elle a une expérience de grande ville, pour faire en sorte que dans l'accès de la voiture à la ville, on puisse en limiter les effets, qu'on puisse rendre de l'espace public. Moi, je suis toujours dans la proposition de dire aux portes de Toulouse, il faut être à capacité d'avoir une offre de stationnement gratuite pour celles et ceux qui n'ont pas le choix que de prendre leur voiture pour venir sur la métropole toulousaine. Parce que c'est pas vrai qu'il y a des trains partout ou des bus partout. Il y en a beaucoup, la région s'y emploie, mais pas partout et pas forcément aux horaires qui sont commodes pour chacun. Et donc, au port de Toulouse, il faut permettre un stationnement et du relais de navettes qui font le lien avec la ville. Ces ports de Toulouse peuvent d'ailleurs être, d'un point de vue emblématique, l'affirmation de notre identité toulousaine. Il y a des artistes qui peuvent travailler dessus, on peut les végétaliser, on peut en faire des exercices et des gestes architecturaux majeurs qui manquent un petit peu à Toulouse dans leur modernité. Bref, ça peut parfaire l'identité de notre ville et opter pour des solutions qui sont radicalement innovantes, mais surtout utiles. Parce que vous savez, dire l'écologie, pour ceux qui sont déjà convaincus, c'est bien. Mais l'écologie sans améliorer la vie des gens, ça ne marche pas. Parce qu'il n'y a personne qui a envie de dégrader sa qualité de vie de manière massive. Et donc, comme on doit agir de manière massive et immédiate, il faut que ça soit conjugué avec amélioration de la vie. Permettre aux gens de trouver une solution, pas de les sanctionner, pas de leur dire votre voiture elle est pourrie, elle ira pas sur la ZFE, ou de leur ponctionner un pouvoir d'achat qui est déjà très affaibli, c'est leur offrir une solution de relais, et c'est possible. C'est une problématique qui se retrouve déjà à plusieurs niveaux. On incite les gens à prendre les transports en commun, mais voilà, quasiment tout Toulouse en stationnement est payant. Donc si on veut laisser sa voiture chez soi, si on n'a pas de garage ou un immeuble avec un parking, ça coûte le prix du pass pour en tant qu'habitant. Du peu que je me souvienne, le ticket mensuel TCO, il est à 58 €. Donc déjà, ça représente un budget pour pas prendre sa voiture. Et en plus, autre problématique qu'on a eu l'occasion d'aborder ici, notamment avec Jean-Michel Latte, depuis peu, chez Tisséo, pour éviter les voitures ventouses, la nuit, le parking est payant dans le métro. Si on ne justifie pas le fait qu'on va travailler, on paye ou on prend une amende. Ce que moi j'ai tendance à trouver bête, parce que le nombre de Toulousains, on a une ville étudiante, vous l'avez dit, qui viennent d'en dehors de Toulouse, qui prennent la voiture, qui se garent au métro, qui vont faire la fête, qui en sortant se disent oh là j'ai un peu abusé, tiens je vais dormir chez un copain et je reprends la voiture demain. Ils le font plus. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas prendre un manche. Donc on balance des gens en plus en état d'ébriété sur les. Donc il y aurait peut-être un truc à réfléchir au niveau de la voiture et de la gestion du parking sur Toulouse. Cédric, vous avez raison, mais vous parlez des étudiants et de la vie nocturne, c'est important, mais la réalité, c'est que la nuit, c'est aussi un temps de travail pour beaucoup de gens. Oui. Dans les hôpitaux, donc il y a l'aspect festif, mais dans les hôpitaux, il y a des femmes et des hommes qui travaillent toute la nuit. Dans les forces de sécurité de police, il y a des hommes et des femmes qui travaillent toute la nuit. Dans les conducteurs, y compris de transport public, pour certains, travaillent une partie de la nuit. Donc, il faut aussi offrir des solutions et des services à ces populations qui paient les mêmes impôts, mais qui ont des horaires décalés qui sont nombreux. Les personnes qui font des gardes dans les maisons pour nos seniors également travaillent la nuit. Donc, on leur doit un service. Sur le coût du métro toulousain, je pense qu'il faut avoir en tête plusieurs choses. D'abord parce que il y a une partie du coût qui est endossée par les entreprises. Pour beaucoup de salariés, les entreprises endossent 50% du coût des transports. Comme elles endossent une partie du coût des transports et qu'elles, par ailleurs, contribuent à ce qu'on appelle le versement mobilité, c'est-à-dire qu'elles paient une taxe, ces entreprises, pour assurer le déploiement d'un transport dans le territoire sur lequel elles ont leur siège ou elles font l'exercice. Simplement, ces entreprises, aujourd'hui, elles ne sont pas associées à la gouvernance de la stratégie de déploiement des transports. Moi, je considère que quand on contribue, on doit contribuer aussi à la décision. Et c'est qu'à la condition qu'on modifie ces gouvernances-là,
qui dit versement mobilité, dit gouvernance sur les transports, associant les entreprises qui, pour la petite histoire, sont un tiers des contributeurs des investissements transports et des recettes. Et en contrepartie de ça, il faut revoir une grille tarifaire pour permettre à celles et ceux pour lesquels l'offre tarifaire serait un frein, de pouvoir prendre le métro. Mais à la réalité, bien souvent, ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas l'offre tarifaire qui est un frein. C'est l'offre tout court de solutions. C'est-à-dire que pour certaines personnes, il faudra le faire. Si le ticket est trop cher, ils ne prendront pas le métro. Mais pour beaucoup, c'est parce qu'ils n'ont pas d'offre accessible de métro qu'ils ne le prennent pas. C'est là que moi je dis des solutions aux portes de Toulouse avec des relais de navettes qui vont aux stations de métro, c'est répondre aussi à un besoin et permettre un meilleur usage des transports en commun. Mais ça se planifie, ça signifie porter une vision, une stratégie à long terme. Et je le regrette, mais en matière de transport, la stratégie aujourd'hui, elle est celle de la 3e ligne de métro. C'est très bien, c'est très coûteux. On sait que ça va être insuffisant lorsqu'elle sera créée. Et donc, il faut d'ores et déjà être en capacité de se projeter sur un schéma de transport qui soit complémentaire. Et je trouve que ce n'est pas assez fait aujourd'hui. Gouverner, c'est anticiper. On dépasse largement le temps. On aura encore des tas de sujets à aborder, je crois. Hein. Mais bon, il y aura d'autres occasions, de toute façon, de reparler des municipales. Pourquoi pas en faisant des débats, des choses comme ça entre candidats au municipal pour la ville de Toulouse. La dernière question que Cédric avait trouvée, je te la laisse. Nadia Pellefig, Toulouse et vous? Toulouse et moi, c'est une longue histoire du coup désormais, puisque moi j'ai fait mon école dans le quartier du Mirail de Toulouse, que mes enfants y sont nés, j'en ai 2, que j'ai inscrit mon engagement politique à Toulouse, que j'ai fait mes études à Toulouse, qu'aujourd'hui j'ai l'honneur de présider Sciences Po Toulouse comme un juste retour à une école qui m'a formée. Mais c'est surtout une passion, un projet. Parce que j'aime cette ville, j'aime ses habitants. Je suis malheureuse des fois du sentiment que on n'avance pas assez vite, ou que pour certaines personnes on avance trop vite et on leur demande toujours d'aller plus vite alors qu'ils se sentent déjà dépassés. Bref, je voudrais que Toulouse soit un modèle d'un endroit où le bien vivre, c'est important quand on est du Sud-Ouest. Ça soit pas qu'un mot réservé à celles et ceux qui ont les moyens de se payer une qualité de vie tranquille et à goûter nos beaux produits. Je voudrais que ça soit partagé par le plus grand nombre. Et donc pour moi, la question de l'égalité, elle est importante. L'égalité d'accès, l'égalité de santé, l'égalité d'éducation. Mais je voudrais aussi que ça soit une ville qui soit fière de ses talents et qu'en parle davantage. Soit c'est parce qu'on est trop modeste. Et que du coup on les met pas en avant, soit c'est parce qu'on manque d'humilité et qu'on pense que tout le monde est déjà au courant. Mais je crois que le rôle de la puissance publique, c'est de dire, regardez, vous nous avez vu nos athlètes cet été, Toulouse, ce sont eux, ce sont elles, mais ce sont aussi des artisans qui gagnent le championnat du monde du cassoulet. C'est pas galvaudé et c'est pas mal d'affirmer ça. C'est bien aussi, ça fait partie de notre identité. C'est aussi une scène où il y a des artistes que vous connaissez comme Big Flo Oli, mais où aussi Juliette est née et s'est fait connaître. Bref, c'est cette multitude. Et moi, je suis la génération Zebda, effectivement, mais je crois qu'il faut réaffirmer cette fierté et je crois qu'il faut s'engager à quand on est le premier des citoyens toulousains, en l'occurrence maire de Toulouse, de pouvoir parler, raconter sa ville, exprimer les valeurs qu'elle représente, mais le faire bien au-delà des frontières toulousaines, parce que je pense que c'est cela aussi, assurer l'avenir de notre ville et être dans un réseau de grandes métropoles et être à la place qui nous revient. Et se rappeler que Paradje Convivencia, ça se prononce pas comme ça et pas Paradje Convivencia. Voilà, ça c'est mon cheval de bataille à moi. Merci Nadia Pellefig, vice-présidente à la région Occitanie, région qui s'en sort d'ailleurs très bien. C'est le plus objectif possible, mais c'est vrai, il faut le dire. Et candidate à la mairie de Toulouse, on se retrouvera pour parler encore de tout ça. Je l'espère. Parler d'Europe aussi, qui est au cœur de l'actualité en ce moment, plus que jamais. C'est en place. Je vais à Bruxelles demain, pour tout vous dire. Il va y avoir du travail, là. Il y a du travail. Il faut qu'on s'affirme désormais très fortement sur nos valeurs, notre identité et notre défense européenne, me semble-t-il. Et le soutien de nos voisins. Merci beaucoup, Nadia Pellefig, d'avoir été avec nous. Merci. On passe à la suite. Dans Toulouse et vous. Business. Il est l'heure de sortir et de se balader. J'y vais alors.
se balader sur l'avenue. Non, nous sommes avec Léo de Pinkin. Le papa Pinkin qui va encore nous proposer plein de belles sorties. Oui, tu vas bien? Salut les gars, bah écoute, merci beaucoup de demander. Moi ça va super bien, un peu fatigué avec toutes ces soirées comme d'hab. Mais merci de demander. Alors, qu'est-ce qu'on a comme sortie? Qu'est-ce qu'on a comme sortie cette semaine? Bah les gars, on en a encore pas mal et dans tous les styles. Donc bien sûr ce soir je vais vous en proposer que 3. Mais à vous d'aller checker sur l'application, vous en aurez beaucoup plus de choix et même la possibilité de personnaliser votre recherche en fonction de vos goûts musicaux. Mais bon, je pense que vous connaissez déjà très bien l'application maintenant, je fais plus de doute. Donc pour les 3 événements à venir sur ces 2 prochaines semaines, on va commencer avec le showcase de Byron Messia. Ça se passe à l'Étoile, donc l'Étoile, boîte de nuit rue d'Atlanta. Très très belle boîte de nuit, elle a été dans les 5 plus belles boîtes de nuit de France il y a 2 ans. C'est vraiment, ils ont fait des travaux récemment encore, ils investissent encore dans la déco, donc je vous invite à y aller rien que pour ça. Et puis ils ont un système son incroyable. Bref, je reviens sur mon événement du coup qui va se passer le 4 avril à partir de 23h à l'Étoile. Byron Messia, c'est un rappeur, compositeur et chanteur dancehall. Il est connu pour ses collaborations avec de grands artistes internationaux. Attention, je vais vous parler de Chris Brown, Burna Boy et Lil Baby. Pour les connaisseurs, quand même, on est déjà sur du très très haut niveau. Et il sera là du coup ce vendredi 4 avril pour enflammer l'Étoile lors d'un showcase exceptionnel. Ensuite, on passe le 5 avril au Rex de 19h30 à 22h30. C'est l'artiste Souffrance. Souffrance, c'est un passionné de rap. Il interprétera là pour cette soirée son album Eau de Source. C'est un opus qui mêle rap et hip-hop. Il s'entoure de collaborations marquantes avec Oxmo Puccino, VLD, ZKR. C'est une soirée incontournable pour les amoureux de textes percutants et engageants. Et ensuite, on passera avec Julien Granel au bikini. Alors, ça n'a rien à voir, mais le but c'est de vous proposer un peu de tout pour que tout le monde s'y retrouve dans les auditeurs. Et donc là, ça sera le mercredi 9 avril à 19h30 au Bikini cette fois-ci. Le Bikini qu'on ne présente plus, salle emblématique de Toulouse, salle de concert qui a accueilli des très grands artistes. Et donc là, Julien Granel, l'un des chanteurs les plus programmés de 2024, il fait déjà son retour en 2025 à Toulouse. Il est connu pour son style décalé et sa pop solaire. Il promet un show haut en couleur ce soir-là. Donc c'est un événement parfait en toutes circonstances, que vous soyez en famille, que ce soit pour un date, que ce soit solo. Bref, tout ça pour vous dire que c'est vraiment un événement à pas rater et au moins ça c'est une valeur sûre. Julien Granel au Bikini le mercredi 9 avril à 19h30. Voilà, c'était tout pour ces 2 prochaines semaines. Et comme je disais au début, donc l'application Pinkin qui est toujours disponible à la fois sur iOS et sur Android. Vous pouvez la télécharger et du coup parcourir l'agenda, voir les événements à venir et filtrer en fonction de vos goûts personnels. Par exemple, toi, je sais que tu vas sélectionner hardcore. Toi, je sais que tu vas sélectionner des choses que je peux pas dire au micro. Donc voilà. Mais enfin bref, tout ça pour dire, moi, je vais sélectionner par exemple rap, afro et hip-hop. C'est ma cam. Et le but c'est que tout le monde s'y retrouve et vous puissiez faire votre choix, ou même mettre en fonction de votre localisation. C'est-à-dire je veux que des événements dans un rayon de 2 km. Donc voilà, il y a plein de filtres que vous pouvez ajouter et tout est fait pour trouver votre soirée parfaite à Toulouse. En tout cas, tout ça, ça nous fait plein de belles sorties. Ouais. Voilà, les gens, il y en a pour tous les goûts une fois de plus. Et si les gens, ils n'ont pas trouvé ce qu'il leur fallait, une seule adresse. Pinkin. Exactement, Pinkin. Applications, réseaux sociaux, etc. Merci beaucoup Léo d'avoir été avec nous. On te retrouve sur le prochain Toulouse et vous pour d'autres idées sorties. En attendant, sur Pinkin. Et puis maintenant, c'est la suite dans Toulouse et vous. On parle business dans Toulouse et vous. Immobilier, vous savez que j'adore en plus parler d'immobilier. J'adore parler parce que les agents immobiliers, les gens qui investissent dans l'immobilier sont aussi des gens... Non, on va pas commencer comme ça. Extrêmement passionnés. Et on est avec justement Thibaut Aimé d'Artea Immo. Bonjour. Bonjour, enchanté. Eh ben de même. En quoi, là de suite, là comme ça, Artea Immo est différente
est différente d'une autre agence immobilière? Alors, on est effectivement, on est une agence immobilière, mais 80% de notre activité n'est pas la transaction, l'achat-vente de maisons ou d'appartements. Nous, en fait, on est vraiment basé sur le côté business et investissement, principalement de l'investissement locatif. Et en fait, on aide les gens qui habitent dans des régions, voire dans des pays où le prix de l'immobilier est très très cher, à investir. Chez nous, dans le sud-ouest, on rénove du patrimoine, on les aide à investir, à préparer leur retraite, à faire du cash flow pour ceux qui veulent avoir un investissement un petit peu plus rentable en fonction des départements dans lesquels on va chercher les biens. On les rénove et on les livre prêts à louer pour que les gens soient satisfaits et puissent acheter de l'immobilier à un prix qui est cohérent par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur le marché français. Ouais, donc du coup, si j'ai bien compris, le rôle de ton agence, c'est aider des gens à faire de l'évasion fiscale pour payer moins. Et ça fait que nous, qui sommes dans le coin, quand on va acheter des baraques, le prix de l'immobilier, il flambe et on peut pas acheter. Ça va, j'ai bien résumé? Ouais, c'est résumé. C'est pas, on va pas parler de fiscalité ou d'évasion fiscale, mais en fait, voilà, le but, c'est surtout de se dire, chez Artae, nous, on rénove du patrimoine, on prend des choses qui sont anciennes, on en fait du beau, on fait de la rénovation énergétique aussi, parce qu'on sait que c'est un sujet aujourd'hui en 2025, c'est hyper important. Et surtout, on accède à un vrai besoin de nos clients qui veulent se diversifier, qui veulent préparer une retraite, qui veulent transmettre un patrimoine. Et du coup, on est quand même dans des régions qui sont hyper agréables au niveau touristique, au niveau économique, et qui permettent du coup d'accéder à la propriété pour faire du locatif avec des prix qui sont cohérents. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Parce que quand on investit, il y a tellement de pièges à éviter, pas des pièges mis comme ça, mais il y a tellement d'achats, des travaux qui sont pas prévus. On part avec un budget de base, avec son banquier, ça se passe bien. Puis d'un coup, on se rend compte que tiens, il y a quelque chose finalement qu'on n'avait pas vu. Ça part de petits détails qui peuvent venir de gros problèmes. Mais ça au moins, avec vous, on l'évite. On peut gagner beaucoup d'argent avec l'immobilier, c'est ce que je dis à chaque fois. On peut aussi en perdre beaucoup. Ouais. On peut aussi en perdre beaucoup quand on n'a pas la connaissance et la compétence pour investir là-dedans. Nous, chez Artae, on est toutes nos équipes sont multi-investisseurs. On est tous des multi-investisseurs. Alors, j'ai rien contre les boulangers, mais on n'était pas boulanger il y a 6 mois. Voilà, donc on est des vraies personnes qui maîtrisent le marché dans lequel on évolue. On est tous, comme je le disais, investisseurs à titre personnel. Donc déjà, on achète la compétence en passant par nous. Et surtout, on évite effectivement de faire des erreurs sur des parties travaux avec des gens un petit peu véreux qui pourraient partir avec la caisse et partir au milieu des chantiers, etc. Ça n'existe pas chez nous parce que on travaille avec des équipes que l'on connaît, qui font partie de la famille et qui font les rénovations des chantiers de nos clients, et ça se passe très bien. Alors, justement, 2 questions sur le côté rénovation. Enfin, le premier, ça va pas être qu'une question, ça va être une affirmation. C'est vrai qu'il y a besoin d'un accompagnement. Moi, je le vois, pour être originaire de la montagne ariégeoise, mais vraiment de la montagne, de Verax-les-Thermes, le nombre de touristes, en particulier des Dorifort, Toulousez-vous, je vous aime, qui se pointent en août, qui se disent, c'est génial, j'ai racheté ma baraque et puis j'ai fait les travaux moi-même. Et puis qui du coup viennent te voir en décembre parce qu'ils ont plus de flotte, parce que la canalisation à Haute-Ariège, si tu l'isoles pas en décembre quand il fait moins 15, c'est pas le tuyau. C'est pas le Canada, mais c'est... Donc il y a besoin d'un accompagnement. Mais justement, moi je vais partir sur le côté entre guillemets, est-ce que vous donnez un cahier des charges sur la rénovation? Je m'explique, justement, dans plein de petits villages, dans des coins comme chez Alex en Provence, comme chez moi dans les Pyrénées ariégeoises et tout. On n'a pas de problème. Des fois il y a des gens qui rachètent et qui font un peu nawak, c'est-à-dire qui, alors je dis pas faut respecter le style et tout machin, mais qui vont nous planter des horreurs au milieu de villages qui pourtant, est-ce que ça vous en tenez compte? Alors, bien sûr, on travaille avec les mairies, notamment au niveau des PLU, avec les plans locaux d'urbanisme qui sont définis par les mairies. On travaille sur Toulouse, mais pas que sur Toulouse. Il y a des villes comme Montauban, par exemple, où on est aussi confronté à ça, avec les bâtiments de France, etc., des villages classés, donc on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut, et même dans des villages, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut non plus. Donc, on respecte l'environnement, et on n'ira pas mettre une clim, par exemple, place du Capitole ou place nationale à Montauban, où c'est parfaitement interdit. De toute façon, on n'a pas le droit de le faire. Mais malgré tout, on essaye effectivement de faire des belles rénovations. Et quand on parle avec les maires nous félicitent du travail qu'on fait. D'ailleurs, le maire de Toulouse nous a récemment envoyé un courrier pour nous féliciter de l'engouement que les gens ont pour notre entreprise. Parce que, encore une fois, je le répète, on rénove du patrimoine et on fait des choses qui sont belles pour nos clients et pour le patrimoine du sud-ouest de la France. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment un point d'accès en ce sens. Donc après, un cahier des charges. Nous, on a nos artisans, donc on respecte aussi les demandes de nos clients. Si notre client il nous dit je veux faire une rénovation avec du parquet en pointe de Hongrie, on va pas lui mettre un parquet stratifié avec des lames droites, ça c'est sûr. Donc il y a un cahier des charges qui est en adéquation avec nos clients et avec les artisans que l'on prend pour les travaux.
On fait de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, ça veut dire qu'on est sur les chantiers de nos clients, pas plus tard que ce matin et cette semaine encore. Moi, j'ai 4 chantiers en cours, donc je suis tout le temps sur les chantiers pour voir ce qui se passe, pour voir que les travaux avancent comme on veut. On envoie des photos, des vidéos à nos clients qui habitent très loin pour les rassurer en ce sens, etc. Et puis on avance comme ça et ça se passe vraiment très bien parce que les clients, ils nous disent, enfin moi les retours que j'ai, le dernier chantier que j'ai fait c'était avec une jeune fille qui habite à Paris qui me disait j'ai jamais été aussi sereine pendant la rénovation d'un appart, ça a duré 4 semaines et tout a été fait sans elle et à distance et ça c'est chouette. Ouais. On va beaucoup aussi de l'île de la Réunion. Pour avoir fait un peu d'immobilier, on a une personne qui était à l'île de la Réunion, qui n'avait jamais vu l'appartement. Il fallait retaper, faire des travaux, des choses comme ça. Et elle a pu faire confiance justement aux professionnels de la profession. Moi, je conseillerais toujours de passer par des professionnels. Alors, soit vous l'êtes vous-même, on en a reçu déjà dans Toulouse et vous, comme Brice, tout ça. Mais c'est vrai que c'est très important parce qu'il y a tellement de choses. Un confrère, Julien Courbet, qui montre à quel point des fois ça peut être très très compliqué. Vous avez justement des gens. Quelle est une meilleure anecdote? Quelqu'un vraiment qui vous appelle pour un bien d'exception? Ouais, j'ai pas vraiment d'anecdote comme ça à donner. Après, on travaille avec les gens qui ont envie de travailler avec nous. Ça se passe beaucoup sur les réseaux. Moi, j'ai beaucoup de clients qui viennent par ma communauté sur Instagram notamment. Et les gens viennent comme ça. Je suis assez influent, j'aime pas trop dire ce mot, mais dans le monde de l'investissement immobilier, parce que reconnu en tout cas. dans ce que je fais et dans la partie financement aussi, parce que j'ai été banquier pendant plus de 13 ans et j'étais moniteur de banquier, donc j'étais formateur de banquier, donc les gens me connaissent comme ça et du coup de fil en aiguille on fait des émissions, des podcasts avec des gens qui sont un peu plus gros que nous et qui nous recommandent et les travaux se passent bien et les clients sont satisfaits, du coup de fil en aiguille ça se passe comme ça et là le truc qui est vraiment chouette, c'est que moi j'ai un projet de vie qui est aussi associé à mon activité aujourd'hui. C'est que grâce à mon activité antérieure, j'étais joueur de tennis en Floride. Je viens pas du tout de l'investissement immobilier à la base. J'ai vécu 5 ans là-bas et du coup, j'ai présenté le projet à Artae. Ils m'ont dit mais let's go, on a ouvert aujourd'hui une succursale au Portugal pour aider justement les Français qui veulent s'expatrier là-bas, prendre la retraite au Portugal. Moi, j'ai pour projet de repartir aux États-Unis et là, on est en cours du coup d'obtention de visa avec un avocat en immigration. Ça fait 10 mois que c'est en cours et si tout se passe bien, en juillet, alors la boîte est déjà ouverte là-bas, on a ouvert Artae USA en Floride du coup et moi je vais prendre les rênes de la boîte là-bas à partir de l'année prochaine, donc pour moi c'est une très belle anecdote. Ah oui, c'est clair. Justement, sur le côté investissement et tout ça, quand on est petit, on rêve, d'être tennisman, d'être pompier, d'être cosmonaute. Comment on en arrive à avoir envie d'être le fils caché de Stéphane Plaza et Valérie Damido? C'est une super question, ça. En fait, j'étais pas du tout prédestiné à ça. Pour l'anecdote, la vraie, j'étais tout simplement ça s'est passé en 2017. Je faisais un peu mon râleur franchouillard français, en disant ouais, je suis banquier, je gagne pas bien ma vie, j'aimerais bien me créer quelque chose pour mon futur, pour mon fils qui est né aussi, pour arriver aussi à avoir des revenus complémentaires. Et du coup, j'étais bien entouré parce que j'avais des copains qui faisaient ça. Ils m'ont dit mais Thibaut, achète des apparts, tu vois, c'est cool. Et ça s'est passé comme ça autour d'une bière, autour d'une piscine. Et j'ai acheté la première année 3 apparts, puis on a enchaîné avec des immeubles de rapport. On fait aussi de la location courte durée, de l'Airbnb, du Booking, etc. dans des villes spécifiques pour aussi attirer du tourisme. Et voilà, on a des appartements qui sont beaux, qui sont bien entretenus. Et puis finalement, ça marche. On gagne un petit peu d'argent quand on fait ça. Et puis on continue. Et puis derrière, on en fait son métier parce que finalement, ce qui nous fait vibrer, c'est ça. Voilà. C'est vraiment une vraie passion. Ouais, c'est vraiment passionné, exactement. C'est vrai qu'on peut avoir ce cliché un petit peu de l'agent immobilier ou du promoteur, mais en réalité, il y a bien sûr, comme dans toutes les professions, comme chez nous, les journalistes, animateurs, il y a aussi. Mais il y a ce côté-là qui est extrêmement passionnant parce que c'est un lieu de vie, c'est un lieu de vacances. On y fait sa famille, on y fait et même des projets. On y enterre des proches. Oui, Xavier Dupont-Nicolas, si tu nous écoutes. C'est notre nid. Être responsable de ça. Est-ce que c'est une certaine pression? Après, il y a une belle équipe chez Artae. Vous partagez ces tâches comment? Alors, on est très structuré. En fait, Artae est une boîte jeune, mais pour le coup, notre CEO, Julien Calamotte, que j'embrasse s'il nous écoute, il a réussi à faire quelque chose de très structurant. Déjà, comme je l'ai dit au début, tous les gens qui souhaitent travailler pour nous doivent avoir une expérience réussie dans l'immobilier. Il y a beaucoup de gens qui me disent Thibaut, on aimerait bien prendre la région, j'en sais rien, à Nantes, là-bas. Donc on doit maîtriser les marchés dans lesquels on investit. Et du coup, on est très structuré. Donc on a des gens qui travaillent à leur compte. Ouais. Comme moi je suis tout seul.
Et du coup, chacun fait son business comme ça. Mais on a aussi une vraie équipe avec des salariés. Il y a plus je crois qu'on est 13 aujourd'hui dans la boîte. Il y a plusieurs salariés à temps plein. On a des architectes d'intérieur. On a des gens qui travaillent pour nous au niveau rénovation. On a quelqu'un qui gère la partie gestion locative. On a créé un local commercial à Montauban. On a des bureaux sur Toulouse qu'on vient de revendre, mais on vient de racheter aussi d'autres bureaux place du Puy qui vont voir le jour très rapidement. Donc on a une partie archi d'intérieur aussi qui est là très importante, parce que quand on achète des plateaux qui sont vraiment pour le coup il y a tout à faire, les clients ils arrivent pas à se projeter. Du coup on a des archis qui sont avec nous, qui font des moodboards, des plans 3D, etc. pour arriver à faire quelque chose de très quali à la fin. Donc ces gens-là ils sont salariés, et après il y a des chasseurs, alors j'aime pas du tout non plus ce mot-là, qui vont dénicher les petites pépites qu'on peut trouver à droite à gauche dans les départements en fonction des besoins de nos clients. Donc on est très structuré en fait, et il y a plusieurs succursales. Donc il y a Artaï du coup Sud-Ouest, nous côté Toulouse, Montauban, etc. Moi je m'occupe de la partie Tarn-et-Garonne, un petit peu Lot aussi. On a une majeure partie de nos équipes qui sont sur Toulouse. On a aussi quelqu'un qui est sur Lyon. On vient de prendre quelqu'un sur Troyes pour essayer d'avoir une couverture du territoire assez sympa. Et Andrea qui s'occupe de la région bordelaise et portugaise aussi en ce sens. Et du coup, Artaï USA Floride vient d'ouvrir en juillet 2024 et sera définitivement prête à l'emploi, je dirais, d'ici quelques mois quand je vais arriver là-bas en juillet à peu près. Alors tu nous disais que l'idée, c'était d'avoir des gens qui avaient une expérience dans l'immobilier. Est-ce que justement, l'immobilier, il n'y a pas eu un problème un peu sur la période post-Covid? On a l'impression que c'est devenu à la mode. Avant, c'était ma profession à moi à côté, le community management, où on te disait, vous avez Facebook, devenez community manager. Là, on a l'impression que devenir agent immobilier, c'est hop, tu claques des doigts et ça y est, tu l'es. Alors que bon, j'ai l'impression, pour en plus avoir Alex qui fait ça, que c'est pas si facile que ça, quoi. Formation obligatoire. Ouais, c'est sûr. Après, je te rejoins à 400%. Et c'est pour ça que nous, on a fait le choix de dire, on va un peu à l'inverse des autres. On est assez restrictif sur nos méthodes de recrutement, mais agent immobilier, ça s'invente pas en fait. Et on voit moi je travaille avec des agents immobiliers avec qui j'ai confiance, qui savent exactement le type de bien que je recherche et qui m'appellent en me disant Thibaut, j'ai ça, viens voir. Donc il y en a, pas beaucoup, mais il y en a. Donc une fois qu'on a la confiance et le réseau, on fait appel à eux forcément. Mais effectivement, on voit de tout et n'importe quoi. C'est comme à la banque. Moi j'étais banquier, j'ai fait 13 ans de banque, j'étais moniteur de banquier, et quand j'entends des discours aujourd'hui sur la partie financement qui est très réglementée, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, des discours qui font très peur, et on se dit mais en fait, qu'est-ce que ces gens-là font et je pense que voilà, c'était aussi la mode en disant tiens, t'as un bac+2, va à la banque, t'auras 10 semaines de congés payés et tu seras payé 3000 balles si t'es directeur d'agence. L'agent immobilier, c'est un peu pareil, et c'est devenu effectivement, je te rejoins parfaitement dans ce que tu dis, une espèce de mode, et c'est complètement aberrant parce qu'aujourd'hui, être agent immobilier, ça s'invente pas. Il y a plein de choses à respecter. Un processus d'achat immobilier, c'est long, c'est complexe, surtout en France. Il y a des formations, encore heureux, sur les lois Allure, des choses comme ça où on peut pas passer outre. Mais effectivement, aujourd'hui, n'importe qui a envie de se lancer là-dedans, j'ai rien contre eux, pas du tout. J'ai même des amis qui y bossent, mais vous allez chez Safety ou chez IAD, c'est en claquant des doigts, vous devenez agent immobilier demain, quoi. Absolument. Et c'est dommage. Ou chez BSK. C'est vrai. Ouais, voilà, enfin, n'importe quelle franchise connue, quoi. Je connais une très bien, d'ailleurs. Je sais. Mais il y a des gens qui sont Nathalie très bien chez eux. Dajing, formidable. J'en aurais pas super. plus. Voilà, que j'aime beaucoup. Non, mais c'est vrai que là où c'est dangereux, c'est que sur ces deux métiers, autant agent immobilier que banquier, tu joues aussi quelque part, je vais pas dire avec la vie des gens, au même sens qu'un Toubib va y jouer, mais c'est quand même, c'est voilà, on l'a vu sur tous les gros problèmes qu'il y a eu niveau banque, quand les banques elles prennent un cachou, elles bizarrement elles appellent derrière et c'est hop, c'est bon, on rend flou. Exactement. Alors que le lambda de base qui essaye de se faire sa vie, de mettre de l'argent de côté, qui se retrouve par an, parce que comme tu disais, ça change la donne, ça donne encore plus de c'est voilà quoi, faut vraiment être sûr de la personne avec qui on bosse. Ouais, on joue, quand on est banquier, on joue avec l'argent des gens. Quand on est agent immobilier, on fait des projets de vie. Alors un investissement immobilier, c'est pas un projet de vie. C'est rare de garder un investissement locatif plus de 10 ans, 10-12 ans, c'est rare d'aller au-delà, parce qu'on fait des arbitrages, on revend pour éviter justement que la fiscalité nous tombe dessus, on en parlait tout à l'heure. Mais malgré tout, c'est quand même des projets de vie, et on n'achète pas une baguette de pain, quoi. On achète un bien qui vaut, je sais pas, un studio à Toulouse, ça vaut 150, 160 000 une fois tout rénové. À Montauban, un T2, ça vaut pareil 120, 130 000 euros. Donc c'est des choses qui sont importantes, et il faut être capable d'avoir toutes les réponses derrière, et surtout d'accompagner les clients. Nous, c'est vraiment l'accompagnement de A à Z qui fait que ça marche, et c'est un accompagnement qui dure 6, 8, 10 mois jusqu'au bout, et c'est pour ça que ça roule, ouais.
Justement, est-ce que ton expérience de banquier là-dessus est un plus? Parce qu'on va pas se mentir, pour le lambda de base, en règle générale, les banquiers, alors je vais pas généraliser et dire ils font tous ça, ils font tous plus ou moins au doigt mouillé à la tête du client. Des fois, c'est compliqué. J'en parlais avec un banquier il y a pas longtemps qui m'expliquait qu'à l'heure actuelle, pour quelqu'un qui est sur un CDI, je crois qu'il retourne sur 6 mois en arrière. Quelqu'un qui est auto-entrepreneur ou qui a un truc comme ça, c'est sur 2 ans en arrière. 3 ans, ouais. 3 maintenant 3 ans. En arrière, j'allais dire, tiens, c'est lapsus révélateur. Mais voilà, on a l'impression qu'accéder à la propriété, ça devient de plus en plus compliqué. Ça l'est. Et alors, pour répondre à ta question, déjà, oui, mon expérience bancaire m'aide énormément, que ce soit moi ou mes collègues ou les clients de chez Artae, parce que je vous cache pas que en fait tous les clients, même si ce ne sont pas les miens, m'appellent en me disant Thibaut, on aimerait bien que tu mettes ta patte sur la simulation qu'on a eue pour être sûr que ce soit ok, machin. Donc je regarde vraiment tout dans le détail, parce que le financement ça me connaît, et les techniques de financement ça s'invente pas non plus. On peut vite fait se faire avoir aussi sur des choses qu'on n'a pas forcément besoin ou des choses comme ça. Donc j'essaye vraiment de mettre ma patte là-dedans, et le financement c'est un vrai sujet aujourd'hui. Les banques commencent à réouvrir les vannes gentiment là. Voilà, il fait beau, le HCSF ça va mieux, on a un gouvernement qui vaut ce qu'il vaut, mais on a un gouvernement, donc ça c'est bien, ça rassure les gens. Mais la partie financement, c'est vraiment un sujet, et effectivement ça s'invente pas non plus du tout. Et effectivement, dans un pays comme la France qui est très réglementé, le Haut Conseil de stabilité financière est là, il a regard sur tout ce que font les banques, et à la base c'était là pour nous éviter en fait en tant qu'emprunteurs de se retrouver à la gorge. Et aujourd'hui ils nous embêtent quand même beaucoup plus qu'autre chose. On est d'accord que les 35%, les machins, etc. c'est complètement difficile aujourd'hui d'accéder à la propriété. Et complètement différent aussi aux États-Unis, où là-bas ils se basent sur les futurs revenus locatifs, ils s'en fichent de ce qu'on gagne et ça se passe comme ça. Donc voilà, il y a des choses, il faut faire avec, on a des règles à respecter. L'immobilier c'est un jeu, je le dis à chaque fois, c'est très cool, c'est un jeu, mais par contre il y a des règles à respecter, il faut qu'on reste dedans. Donc on essaie de faire les choses carrées. Ouais. Sinon il faut rester au Monopoly. Exactement, et acheter la rue de la Paix. C'est vrai. Dernière question peut-être, Toulouse de Thibaut Aimé. Qu'est-ce que c'est pour vous Toulouse? Toulouse et vous? Toulouse et moi. Alors Toulouse, c'est une ville que j'aime par-dessus tout. Je suis un amoureux de la brique foraine. Donc déjà, la ville rose, ça s'invente pas. On essaye de mettre, d'ailleurs, dans les apparts qu'on fait, à chaque fois une petite touch des niches de briques foraines et tout. J'adore le patrimoine, moi, vraiment. Et moi, Toulouse, ça représente ça. Ça représente la gastronomie, ça représente le sport aussi. J'ai beaucoup d'amis proches qui sont sportifs de haut niveau, qui habitent cette ville. Donc voilà, pour moi, c'est une vraie ville de cœur. Et d'ailleurs, c'est une petite anecdote aussi, mais je sais que en partant aux États-Unis, en partant en Floride, je vais pas quitter totalement la France, parce qu'on s'est dit avec ma femme, le dernier rachat immobilier qu'on fera, ce sera un appartement en centre-ville de Toulouse, pour que l'été, quand il fait très chaud en Floride, on puisse rentrer, refaire du business avec nos clients ici, garder nos équipes et avoir un pied-à-terre dans une ville qui nous convient. Et le quartier, rue Boulbonne, rue des Arts, etc., on adore. Et du coup, c'est là qu'on veut être. Faites vite, hein, parce que bientôt à Toulouse, il fera aussi chaud qu'en Floride. Hein, il y a de la place quand même. C'est justement rapide, vu que Toulouse, c'est cet attachement au patrimoine. Ce que Toulouse fait aux Toulousaines, les maisons classiques, tu t'en penses quoi quand même? Parce qu'on est en train de paumer un patrimoine qui est... Ouais, alors honnêtement, effectivement, c'est dommage, mais je peux pas m'étaler là-dessus. Chacun son point de vue. Nous, encore une fois, c'est pas notre secteur d'activité. Nous, on est vraiment sur de l'immeuble de rapport ou du petit appartement qui va bien. J'ai pas la compétence ni la prétention de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc je m'étalerai pas là-dessus. Par contre, voilà, effectivement, en tant qu'amoureux de patrimoine et de briques foraines, je trouve ça dommage. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Donc, si pour les gens qui nous écoutent, s'ils veulent justement avoir un bien, s'ils veulent contacter Artae, comment qu'on fait? Alors, c'est très simple. Il y a le site immobilier d'Artae qui s'appelle artae.imo, artae.imo. Après, je peux laisser aussi mon Instagram à moi. C'est là où je travaille beaucoup. Donc, c'est Thibaut avec un D -8 Aimé. A-I-M-E, comme je t'aime sans l'accent, voilà, ou Thibaut avec un D, Thibaut@artae.imo, voilà, pour me joindre sans problème. Merci d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir. Dans Business CEO, et on passe tout de suite à la suite de l'émission. Et il est temps de parler culture avec... elle est notre rayon de soleil. Oui. Elle est notre Isabelle et nous sommes ses Patrick Balkany. Mina de regard. Ça va bien, Mina? Ben ça va.
T'as pas le même sourire quand même. Avec 60 000 dents. C'est pas moi qui fais des vidéos, tu l'as vu ça Isabelle Camille, c'est pas moi qui fais des vidéos porno, c'est magnifique ça. Voilà, et Aucun rapport. Rien à voir. Tu nous as ramené Grainerie. Non, un artiste. Un grain de riz. Ah la vache. Alors, non, je vous ai ramené. Oh mon Dieu. Bah merde. Pardon. Attendez les gars. Ah, heureusement qu'on n'est pas en direct, moi que. Attends 10 minutes. Alors, Grainerie. Ah putain. 30 ans de métier. 33. Waouh. Et ça faut le garder les gars. Enfin, merde. je sais pas. Et voilà. Elle est pressée en plus. Mais j'ai pas dormi, vous êtes pas Je sympa. transpire des mains. C'était sûr. Alors, Faut pas que je vienne ici en ayant pas dormi. Alors. Ah putain. Donc, tu n'es pas venue toute seule une fois de plus. Chiant, putain. Alors. C'est bon, attends, je me bouge. On est désolé, la régie. Oh putain. En plus, je mouche dans le micro, les pauvres. Comme c'est pas dans la mousse, ça passe. Allez, c'est bon. 17 ans. Allez. Ah, c'est bon, on l'a Donc, refait. Mina, tu n'es pas venue toute seule une fois de plus. Tu nous as bon ramené un artiste. Oui. Enfin, deux même. Deux. Parce qu'il Oui. y en a un, il est venu accompagner. Ah putain, vas-y, c'est bon, vas-y, c'est bon. Oui. Donc, tu es venu accompagner d'un artiste de deux même. Parce qu'il est Absolument. venu accompagner. Tout à fait. Je suis venue avec l'artiste Prad, qui est venu avec son guitariste. Il fait de la pop française teintée de rap mélodique. C'est un projet introspectif, un projet sous le signe de l'émotion et des larmes. D'ailleurs, n'est-ce pas? C'est une invitation à lâcher prise. On pourrait dire que c'est le fils de Eddie De Pretto et de Giorgio. Ouais. Si c'était possible, on sait bien que c'est pas possible. Sponsorisé par Xanax. Comment ça se passe? Non, pas encore. Pas encore. Nous, par contre, ça va pas tarder. Pour le coup. Tu sors un EP en mai 2024. Ouais. Non, mais on est en 2025. Oui. J'ai sorti un premier EP en 2024. C'est pas moi. Mais je suis désolée. Il y en a qui ils vont me détester au montage. Désolé, frérot. Donc, tu as sorti un EP. Je suis désolée. Tu as sorti un EP en 2024 qui C'est ça. s'appelait Or Bleu. Exactement. Un EP 7 titres, ouais, qu'on a défendu toute l'année 2024. Et là, on est sur la production du deuxième, du coup. Qui sort quand? Alors, on se laisse un peu de temps pour trouver une structure professionnelle qui pourrait nous accompagner pour la sortie, pour essayer de monter une marge de plus. Donc, on se laisse à peu près jusqu'à septembre. Et sinon, bon, on sortira tout seul parce qu'il faut sortir les morceaux. Et il nous tarde aussi de les dévoiler. Donc voilà. Ouais, donc d'ici la fin de l'année. Ouais, c'est ça, on aimerait bien. On va poser la question d'entrée de jeu, parce que moi, celle-là, j'y tiens. Ouais. EP, alors, il faut des moyens pour un EP, donc le plus facile d'habitude, c'est de le sortir en format dématérialisé. Mais l'EP, quand même, c'est important, il y a un objet derrière, il y a tout ça. Donc, toi, c'est EP dématérialisé ou EP objet? Eh bien, il y a les deux en fait. On dématérialisé en premier lieu et puis derrière on voulait sortir un objet pour déjà le merchandising et pour pouvoir pallier à l'argent qu'on a mis dans cet EP là pour la construction et puis pour entamer le deuxième. Voilà, mais ça te suffit pas, l'énorme fortune, les 0,00015 centimes que Spotify Si, on sait plus comment faire. te donne à chaque... Cet été, tu vas jouer, t'as pas mal de dates sur des festivals, mais on peut pas, c'est encore secret. Il y en a certains qu'on peut pas dévoiler Tu encore. peux donner des indices ou pas du tout, pour qu'on devine un peu sans le dire, ou t'as vraiment pas le droit? Je peux donner des indices. Il y en a un où une cathédrale est pas mal connue. Voilà, et un qui se passe dans la rue, un festival qui se passe dans la rue aussi. Très bien, très bien. Voilà. Il sera en tête d'affiche du Hellfest C'est ça, exactement. sur la scène death metal. T'as réalisé pas mal de premières parties, notamment pour Sheila, bientôt Hippocampe Fou. Ouais. Comment ça se passe pour toi est-ce que tu dois t'adapter au public de Eyeliner? Comment tu le vis, toi, quand tu fais les premières parties? Comment ça se passe dans ta tête?
Ben, il y a toujours une appréhension du public quand on est un peu émergent et qu'on ne connaît pas forcément. On veut toujours assurer cette première partie-là pour que voilà le projet tienne la route. Et du coup, il y a toujours un mélange d'émotions, d'excitation et de stress forcément. Mais jusque-là, ça s'est super bien passé, donc on va essayer de continuer sur cette lancée. Bah écoute, t'as pas de raison. Il y a un an, tu as joué au Bataclan grâce à un tremplin. Alors là, il faut que tu nous expliques. Gagné sur GTA. C'est ça, en gros. On parle bien du jeu vidéo. Oui, c'est ça. Faut buter des gens, voler des bagnoles. C'est comment ça se passe? C'est fou cette histoire. Non, c'est ça, c'est Alex Click, en fait, un streamer sur Twitch qui joue du coup à GTA RP, qui est un jeu où on s'invente une deuxième vie dans GTA, donc avec des vrais rôles et c'est connecté avec nationalement. Et du coup, il crée une vie avec d'autres joueurs et il kiffe la musique. Et son idée, c'était de créer un tremplin pour donner la chance à des projets pas connus, du coup, de se produire sur la scène du Bataclan. Donc la première étape, c'est de passer sur GTA en créant moi dans GTA. Okay. Ils ont créé tout un studio dans GTA et on passait en gros l'audition devant notre écran d'ordi en chantant une chanson en direct quand même. Et c'est les viewers donc qui décidaient du projet qu'ils voulaient amener au Bataclan le 16 mai. Donc c'est ta vraie voix avec un personnage en fait créé sur GTA. Exactement, ouais, c'est ça. D'accord. Tu joues à GTA sinon toi en tant que joueur? J'ai beaucoup joué. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais celui qui m'accompagne aujourd'hui à la guitare est celui qui m'a fait découvrir ce tremplin-là parce que lui il joue à GTA RP et c'est comme ça qu'il l'a connu. C'est qui ton personnage préféré dans GTA? Trevor. Ouais, Trevor est cool, mais je sais pas. J'avoue que j'ai changé au moment. Franklin. J'ai changé, Franklin, ouais, tous. Mais je te pose pas la question à toi, bon Dieu. Merci de me souffler parce que j'avais pas les noms en tête. Il y a Michael aussi. Moi, c'est mon préféré. Mario. Non, c'est pas ça. Moi, j'aime bien Michael, c'est le père de famille un peu chelou. Un peu, ouais. Moi, ce que j'adore dans GTA, c'est changer les radios. Bon, n'importe quoi. Mais justement, tu vois, c'est vrai. Elle est géniale, là, tu changes les radios, j'adore. On passe beaucoup de temps dans la voiture, généralement, donc, dans GTA, donc. Non, mais c'est vrai que ça compte énormément, la musique dans GTA, même en général. Ils en parlent beaucoup, en tout cas. Mais écoute, très bien. Mais du coup, t'es un peu geek ou pas du tout? C'est vraiment venu à cause de ton guitariste? Franchement, pas du tout. Franchement, pas du tout. Mais après, GTA, j'ai pas le mal saigné, donc... Et c'est vraiment, oui, grâce à lui qu'on a connu ça. Mais qu'on a connu donc, en fait, t'es un guitariste. C'est ça. C'est un guitariste. Oh, bravo. Un guitariste. Quel est ton morceau préféré de tous les temps? De tous les temps je dirais Ne me quitte pas de Jacques Brel. C'est une chanson qui me touche à chaque fois que je l'écoute, vraiment. Et puis... par son interprétation et tout, c'est vraiment un artiste que j'admire. Et dernière question, si ta musique pouvait provoquer un seul sentiment chez l'auditeur, ça serait lequel? Un seul sentiment, c'est compliqué. Je sais pas, j'aurais pas de sentiment, mais que ça les accompagne dans tout ce qui est larmes, sourires, que ça puisse les propulser ou se sentir moins seul. Parce que c'est un peu pour ça que je fais de la musique. Je suis quelqu'un d'assez timide, introverti de base. Et c'est vraiment par ce biais-là que moi j'arrive à exprimer des choses que je pourrais pas exprimer en public. Donc s'ils se ressemblent, ils se sentent dans les textes et dans la musique, j'ai gagné. Et si ça avait pas été la musique, il y aurait eu un autre art, une autre activité qui t'aurait permis un peu de t'exprimer? Je sais pas trop, je suis très sportif, donc ça me permet d'extérioriser autant que la musique. Pourquoi pas là-dedans, mais ouais, j'ai connu quasiment que la musique par le biais de ma mère et tout ça, qui est autrice-compositrice à ses heures perdues, donc j'ai un peu baigné dedans. Donc j'avoue que je me suis pas posé la question forcément, mais la musique est quand même centrale. Et ton processus de composition, t'es plus un laborieux qui se colle des heures précises où tu travailles, ou c'est vraiment, c'est à l'inspi du moment, c'est... C'est carrément aléatoire. Il y a des moments où je me pose vraiment et je me dis pendant ce temps-là tu vas écrire, tu vas trouver des trucs et tout ça. Ou vraiment c'est avec les gars, on se pose des moments de composition et des fois il y a une instru qui sort et sur l'instru après on cherche ensemble des top lines et sur la top line j'écris. Enfin voilà, c'est vraiment aléatoire, ouais. Alors, t'as dit avec les gars, par ton guitariste, t'es accompagné par quels instruments? Ouais, c'est un projet solo, du coup, que je défends avec une équipe de 4. Donc, Lucas, qui sera là tout à l'heure à la guitare et qui est un peu derrière la session aussi, dans le studio. JB, du coup, qui m'accompagne sur la partie basse et Moog sur scène.
et du coup compositeur également, et Thibaut Glaser qui s'occupe de tout l'aspect visuel, du coup voilà, qui réalise les clips, et tout ça. T'as pas une envie d'un instrument nouveau à inclure, un truc, je sais pas. Bah, nouveau, si c'est cool de chercher toujours de nouvelles choses, mais justement là pour le deuxième EP on a beaucoup inclus la contrebasse, qui dans un style de pop, rap, n'est pas toujours entendu, et du coup ouais, on a essayé d'inclure cet instrument-là un peu plus pour le côté un peu plus proche, intimiste et tout ça. Je propose qu'on l'écoute. Bah, je pense que oui, on a envie d'écouter. Ouais. Dès la première heure, ça marchera peut-être pas, mais viens, on essaye. Et si nos sentiments un jour battent de l'aile, on attrapera Cupidon pour lui voler les siennes. On s'envolera, je te porterai, on fera ce qui nous plaît. Dans toutes les scènes de films à l'eau de rose, je nous imagine acteurs principaux. Pas besoin de script, d'apprendre le texte par cœur. Entre nous, on ne joue pas de rôle. On ne se connaît pas trop encore et j'envie personne. Je prends mon temps, quelque chose me dit que t'es la bonne. J'aime me dire que tu plairas aux autres, mais je préférais qu'ils te trouvent moche. On ne sait jamais, je suis un homme. Je sais ce que je leur reproche. Je m'imposerai si un autre ose des gestes ou des proses ou se rapproche d'un peu trop près. L'histoire peut être longue, nos soirées peuvent être bonnes, pourquoi pas, nos matins peuvent être drôles. L'histoire peut être longue, nos soirées peuvent être bonnes, pourquoi pas, t'es la première. Ça marchera peut-être pas, mais viens, on essaye. Et si nos sentiments un jour battent de l'aile, on attrapera Cupidon pour lui voler les siennes. On s'envolera, je te porterai, on fera ce qui nous plaît. On fera même ce qui te plaît, si tu le souhaites, se mettre à nu, un peu de frisson, je te prêterai mon sweat. Je veux une relation qui dure, pas trop dure, qu'on reste pur, qu'on reste vrai, important pour qu'il y ait une suite. Je ne peux te promettre d'être irréprochable, je vais être honnête au moins au départ. Je ne serai pas serein dans tous nos moments, quelque part, par manque de confiance. Je te le montrerai pas pour qu'à tes yeux je reste le prince. Que le pincement de ton cœur à mon écart reste le même, vu que le temps fait des dégâts. J'écris pour qu'on se rappelle que l'histoire peut être longue, nos soirées peuvent être bonnes, pourquoi pas, nos matins peuvent être drôles. L'histoire peut être longue, nos soirées peuvent être bonnes, pourquoi pas, t'es la première. Ça marchera peut-être pas, mais viens, on essaye. Et si nos sentiments un jour battent de l'aile, on attrapera Cupidon pour lui voler les siennes. On s'envolera, je te porterai, on fera ce qui nous plaît, t'es la première. Ça marchera peut-être pas, mais viens, on essaye. Et si nos sentiments un jour battent de l'aile, on attrapera Cupidon pour lui voler les siennes. On s'envolera, je te porterai, on fera ce qui nous plaît. T'es la première. Oh, c'est puissant. Merci beaucoup. Puissant, on le dit, hein. Voilà. Non, ça envoie bien. Ça laisse en beau, si tu veux. Belle montée en intensité, oui, franchement. C'est très beau. C'est trop cool, merci. C'est très beau. On peut la redécouvrir sur les plateformes. On est venu en acoustique, mais elle a une autre couleur sur les plateformes. Mais alors en acoustique aussi, là, c'est incroyable. Voilà, je vous le dis, c'est allez voir les spectacles. Voilà, vraiment allez voir les spectacles. Vous ne contentez pas juste de les écouter sur les plateformes. Enfin, achetez bien évidemment. Écoutez, consommez à fond et sans modération de la musique. Non, d'ailleurs, ne consommez pas, ne soyez pas juste consommateur de la musique. Oui, écoutez, non mais tu vois ce que je veux soyez dire. Soyez consommateur. Exactement. Voilà. Non, celle-là, elle n'est pas de moi. Ça, c'est un vieux truc, le consommateur. Voilà. Donc, plein de dates de prévues en tout cas.
Quelques dates qui sont prévues pour promouvoir le deuxième EP qui arrive et on est très content de ce qui arrive. Ouais. Ben, écoute, on espère vous voir dans toute la France et peut-être un jour à Levallois-Perret. Ça va, oui. Let's go. Faudrait boucler la boucle. Oui, exactement, faut jamais. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. À vous deux. Très, très Merci, cool. excellent la guitare aussi. Merci. Voilà. Merci beaucoup Mina. Merci. C'est la fin de Toulouse et vous pour aujourd'hui. This is the end. Bien sûr, this is the end. On se retrouve My très only friend, vite the pour end. un nouveau numéro. Merci à la régie de la Regbox et pensez à vous abonner à tous nos réseaux sociaux et également à la chaîne YouTube de l'émission. Voilà. Parce que sans abonnement, Pas d'abonnement. Pas d'abonnement, voilà. Pas de palais, bien Voilà. sûr. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Toulouse et vous. À plus tard.